qui est vrai en tout cas, c'est que à l'heure actuelle, un certain nombre de menaces viennent planer sur le devenir de l'humain. Hein. Ces menaces, je dirais, elles sont au nombre de 3. C'est le discours véhiculé par le DSM, hein, qui tend à donner une nosographie acéphale, à tuer le symptôme tel qu'on le connaissait, et puis le discours de la science autour de toutes les théories comportementalistes, et enfin ce qu'il faut appeler le discours capitaliste, hein, qui tend à promouvoir la jouissance, l'objet, et par là même tuer la notion même d'inconscient. En même temps, il y a des points de résistance qui sont très solides et peut-être incontournables, qui sont le symptôme lui-même, on va le voir pourquoi, le transfert et l'inconscient. Il n'empêche qu'à l'heure actuelle, en France, nous assistons, comme ailleurs dans le monde, hein, il ne faut pas se faire d'illusions, à ce phénomène qui converge vers un point, ramener le sujet à l'homo economicus, hein, celui qui produit et qui consomme, recycler le symptôme et son plus de jouir, parce qu'il y a un plus de jouir dans le symptôme, pour en faire de la plus-value. Ces phénomènes, vous les connaissez si vous travaillez en institution en particulier. Hein, il y a la soi-disant démarche qualité avec son binôme évaluation-certification, qui dans le fond n'a pour but que la standardisation bureaucratique, hein, des pratiques et des actes. Il faut qu'il y ait une uniformité des institutions, une uniformité, une reproductibilité, une universalité même des actes, hein, qui rendent possible leur quantification marchande et ainsi des échanges marchands courants. Cette universalisation du sein suppose, cette universalisation de l'acte thérapeutique, hein, supporte un formatage du symptôme. C'est-à-dire, il faut que le symptôme, dans son repérage nosographique, disparaisse en tant que tel au profit du désordre, du trouble, disorder, voire qu'il régresse au simple dysfonctionnement qui est la base de définition du handicap. Hein, cette nosographie acéphale qui chasse le sujet et sa jouissance a été produite par les différents DSM, en particulier à partir du DSM 3, dont le dernier avatar, le DSM 5, multiplie les diagnostics et les fausses épidémies. Sous couvert d'un pseudo-scientifisme, c'est cette désubjectivation qui permet le formatage du symptôme, sa reproductibilité transstructurelle et partant celle des actes, des protocoles et des institutions. Face à cette tentative de faire du même, face à cette tentative de faire du même, il y a une gêneuse, hein, c'est le discours de l'analyste, qui vient gêner ce discours courant. Le discours courant disait... Lacan avait inventé un néologisme, disque, trait d'union, courant, discours courant. Hein, ce discours qu'on vous passe en disque, en boucle, sans arrêt. Hein, et ce discours courant, à notre époque, n'est rien d'autre que le discours capitaliste. Hein. Et évidemment, le discours de l'analyste gêne ce discours courant sur le plan de la nosographie déjà, sur le plan de la bataille nosographique, en faisant du symptôme le propre d'un sujet et en se référant à la logique consciente des structures, consistante des structures. Puisque si on distingue les symptômes selon la particularité du sujet et selon la particularité des structures, c'est difficile de les uniformaliser comme le fait le DSM. Et puis il gêne aussi sur le plan éthique en maintenant l'hypothèse de l'inconscient, en maintenant l'invention de l'acte
O un par un, et en proposant une autre voie que l'impératif surmoïque jouit. La psychanalyse est plutôt du côté de débrécher la jouissance plutôt que de dire jouir. Et c'est là que se situe une vraie responsabilité pour le psychanalyste, à savoir quelle conception de l'humain va prévaloir. Est-ce que ça va être une conception qui forclôt l'inconscient et ses ratages? Est-ce que ça va être une conception tenant compte de ce qu'il y a de plus réel dans l'homme, de la manière dont se manifeste le réel à notre niveau d'être vivant? C'est là une des dernières formulations de Lacan concernant le symptôme, ce qu'il y a le plus réel, qu'il y a de plus réel au niveau d'être vivant. Et c'est bien pour ça que la bataille autour du DSM prend cette importance. Je vais faire un petit panorama des DSM à travers les âges. Je rappellerai que le DSM voit le jour à l'initiative de l'Association mondiale de psychiatrie, de l'Association américaine de psychiatrie, dans un but... Excusez-moi si je suis un peu confus parfois, si je ne trouve pas mes mots, mais je suis extrêmement fatigué, parce qu'extrêmement sollicité par des tas de choses à l'heure actuelle, et que... il m'aurait fallu encore 3 ou 4 cafés pour être tout à fait en forme. Donc, c'est l'Association américaine de psychiatrie, évidemment. Mais au début, c'était uniquement dans un but de collecte statistique, pour servir d'outil statistique dans les hôpitaux. Et donc, DSM-1, DSM-2, ça a été à peu près... ça a respecté son but. Et puis, il y a eu le tournant du DSM-3 en 1980, et qui avait déjà pour but de chasser, de blackbouler un petit peu tout ce qui pouvait être psychodynamique. On va pas dire psychanalytique, mais d'une manière plus large, tout ce qui pouvait être du côté de la psychogénèse des troubles mentaux. Et dont, évidemment, la psychanalyse, les explications, les théories analytiques. Et puis, enfin, il y a eu le DSM-4 en 1994. Cet outil statistique, rapidement, est devenu, en fait, une référence obligée en psychiatrie, en particulier pour ce qui est du diagnostic, avant de devenir même une référence pour l'enseignement de la psychiatrie, ce qui n'était vraiment pas son but initial. Je rappellerai que c'est une marque déposée, qui rapporte des profits conséquents, et une arme de guerre théorique qui est peut-être en train de perdre son efficacité de par sa faute même. En effet, le DSM-1 recensait 60 pathologies. Le DSM-2 en recensait 145. Au moment du virage athéorique, c'est comme ça qu'il l'appelait, il faut surtout entendre athéorie analytique, athéorie psychanalytique. C'est comme les apolitiques. Quand on dit apolitique, il y a toujours suspect de qu'est-ce qui se cache derrière le A. Donc il y a eu ce virage athéorique du DSM-3 qui lui aboutit au moment du DSM-3R, c'est-à-dire la modification, à 292 diagnostics. R, ça veut dire que c'était la deuxième version en fait. Donc 60, 145, 292. Au moment du DSM-4, on en arrive à 410 diagnostics possibles. Et enfin, avec le DSM-5, un palier est franchi. Je n'ai plus les chiffres, je crois que c'est 640 diagnostics avec le DSM-5. Alors, il est alors, d'abord, vous vous rendez bien compte que lorsqu'on propose à des cliniciens de coter autour de 60 diagnostics, c'est une tâche fastidieuse mais possible. Quand on leur demande de coter autour de 600 et quelques diagnostics, ça devient absolument n'importe quoi. Le serpent se mord la queue et il y a une espèce d'effondrement de l'intérieur. À côté de ça,
il y a un autre franchissement, je dirais, qui se passe méthodologique, c'est que les DSM précédents avaient 5 axes de cotation, dont un encore dans le DSM-4, incluant les troubles de la personnalité. Donc on pouvait coter selon les 5 axes, et c'est cette diffraction en quelque sorte avait une relative complexité et pouvait permettre un certain échappement des cliniciens à la stricte collection des signes. Tandis que le DSM-5, avec la suppression des axes secondaires, il n'y a plus que 2 axes, n'est plus qu'un long et fastidieux et indéfini catalogue de dysfonctionnement de la machinerie humaine. Avec un corollaire qui, après tout, ne me dérange pas plus que ça en tant qu'analyste, hein, parce que la norme, on se demande bien ce que c'est. Le corollaire de ce dysfonctionnement méthodologique, c'est d'inclure la quasi-totalité de la population dans ce catalogue. Hein, ce qui a provoqué d'ailleurs une levée de bouclier de certains promoteurs du DSM-4 contre le DSM-5. Hein. Je rappellerai ce qu'écrivait le docteur Alain Frances, qui a dirigé un gros travail du DSM-4 à propos du DSM-5, différentes critiques où il disait que les nouvelles catégories diagnostiques proposées concernent des manifestations extrêmement fréquentes en population générale. L'abaissement des seuils de diagnostic aura pour effet de créer des dizaines de millions de patients nouveaux, avec l'inclusion dans le trouble mental de nombreuses variantes de la normale. Le concept de trouble mental lui-même s'en trouvera donc affaibli. Cela aura pour effet de favoriser les traitements de masse utilisant des médicaments coûteux à l'efficacité contestable et à l'innocuité mal établie. Par exemple, avec le DSM-5, le syndrome de risque psychotique a pour corollaire, qui est quand même une entrée diagnostique un petit peu surprenante, hein, a pour corollaire la prescription préventive de neuroleptiques, dit antipsychotiques, hein, comme s'il avait le moindre effet sur la structure. Mais c'est quand même très très dangereux, puisque jusqu'ici on connaissait l'usage des neuroleptiques contre la production liée à un délire, à une hallucination, à des effets de jouissance. Si on passe à l'utilisation des neuroleptiques comme prévention, on ne sait plus très bien à quel moment on va mettre le curseur d'arrêt. Hein. La création d'un autre, le trouble mixte anxio-dépressif, avec des critères extrêmement flous, avec un manque de spécificité des critères qui fait que dans le fond, on peut y enrouler tôt ou tard toute la population qui n'a jamais eu un trouble mixte anxio-dépressif. Hein. Et on peut multiplier les exemples. Là, il y a le trouble neurocognitif mineur. Aujourd'hui, j'arrête pas de présenter des troubles neurocognitifs mineurs. Hein, il faudrait que j'aille dormir. Le trouble dysfonctionnel du caractère avec dysphorie. Mais pas intérêt à vous lever du pied gauche. Hein, ça fait penser à ça. Et bon, les troubles d'hypersexualité, les troubles d'hypersexualité, les addictions comportementales, hein, dont on entend beaucoup parler maintenant, toutes les addictions. Hein. Et comique, le deuil normal au-delà de 2 semaines. Hein. On a envie de dire, bref, tous malades. Encore une fois, en tant que psychanalyste, tous malades, moi j'ai rien à objecter à ça. Hein. Sauf que pour moi, c'est chacun dans son rapport à son symptôme, et c'est sûrement pas à médiquer d'une manière systématique. Hein. Je m'arrêterai un instant sur le sort réservé aux enfants
avec le surdiagnostic aggravé. Hein, les termes sont de Allen Frances. Surdiagnostic aggravé du déficit de l'attention avec hyperactivité. Hein, l'ADHD en anglais, le TDAH en français. Donc, subrepticement, on passe d'un âge d'apparition de 7 à 12 ans. Le diagnostic va être fondé sur la seule présence de symptômes sans qu'elle handicape le sujet. Donc en fait, il s'agit de signes repérés par d'autres. Une réduction de moitié du nombre de symptômes nécessaires pour poser le diagnostic chez les adultes, parce qu'on étend le concept à l'adulte. Et là, c'est assez étonnant, la possibilité de poser ce diagnostic chez les autistes. Ce qui veut dire conjuguer les effets de 2 fausses épidémies. Hein. Je rappelle que l'autisme, pour moi, avec un grand L, grand A, pas plus que le TDAH, n'existe. Ce sont des artefacts nosographiques mélangeant dans un pot pourri des syndromes aux étiologies différentes et permettant ainsi de rabattre l'ensemble des troubles sur l'étiologie neurologique de quelques-unes de leurs causes. Hein. On a trouvé le même tour de passe-passe pour la dyslexie à l'époque. Évidemment que la dyslexie existe, c'est-à-dire l'impossibilité d'apprendre à lire pour 2 ou 3% des enfants, hein, avec une cause neurologique qu'on ne sent pas bien. Mais du coup, tous les troubles d'accès à la lecture liés à des difficultés d'ordre psycho-affectif, liés à la névrose de l'enfant, à l'inhibition, liés à la non-accès au symbolique dans les psychoses, etc., tout devient dyslexique. Tout a une cause neurologique. Et c'est la même chose, tout devient trouble hyperactivité. Maintenant, vous n'entendez plus que ça, il est hyperactif. Et que votre enfant soit psychotique et toutes les raisons de s'agiter parce que super angoissé, ça disparaît, ça passe à la trappe. Hein, c'est vraiment le mode de fonctionnement de cette nosographie. Et évidemment, l'intérêt marchand, je dirais, de ce genre de nosographie basée sur un symptôme, c'est que ça va permettre aux bonnes pratiques opposables, dont vous avez entendu parler, de venir prendre tout leur sens. C'est-à-dire trouver la méthode la plus répétable, formatable, la plus financièrement encadrée pour produire au bon coût, et en tout cas à un coût déjà prévu, tel ou tel effet. Hein? Alors, il ne s'agit pas de protester sur le fait que la société demande des comptes aux praticiens. En gros, que faites-vous de notre argent, hein? Cela, on peut l'entendre. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'évaluation via le DSM et les outils DSM vise moins à un contrôle de qu'est-ce que vous faites de notre argent, qu'à orienter. Ce qui est visé, c'est orienter et uniformiser les pratiques. Hein, les évaluations en CMPP, en institutions médico-sociales et sanitaires coûtent très cher, en argent, hein, en temps, ne font rien économiser, mais par contre visent tout à en mettre dans une espèce de défilé de pratiques des différentes institutions. L'intérêt, c'est que, comme j'espère que vous l'avez compris, cette espèce de collectionnisme est assez crétinisant. Hein, quand on en arrive à une collection de 600 et quelques diagnostics, ça devient un peu délirant. Et cette extension au-delà du probable a un corollaire intéressant. Il fragilise énormément l'édifice, il le décrédibilise et le fait apparaître quand même pour ce qu'il est, une arnaque méthodologique. Hein, on ne peut pas confondre un outil statistique avec un outil d'enseignement ou une méthodologie diagnostique ou théorique. Hein. Parce que derrière la théorie à un seul mot se cache une théorie. Hein.
on pourrait prendre aussi la question, l'exemple, je dirais, de ce qu'ils appellent autisme, hein, enfin de ce qu'ils n'appellent plus autisme d'ailleurs, qui est devenu dans le DSM-4 les troubles du spectre autistique et maintenant dans le DSM-5 les TED. C'est le contraire. Le contraire, oui. Les TED dans le 4 et les TSA dans le 5, ouais. Qui inclut toutes les causes, hein, neurologiques, organiques, etc. Donc, dans un premier temps, un démembrement. Ce qui, après tout, me paraît frapper du coin du bon sens, parce que l'autisme, comme entité unique, la clinique prouve que ça n'existe pas. Le problème, c'est que la partie est en train de devenir le tout. C'est que, évidemment, dans les syndromes autistiques, on a des syndromes qui sont d'origine neurologique, organique. Par exemple, le syndrome de Rett, hein, qui, de toute évidence, a des causes génétiques retrouvées, etc. Mais le problème, c'est que, comme pour la dyslexie, la partie est en train de devenir le tout. Hein. Après avoir démembré l'autisme, il se recrée une espèce d'entité, donc sous un autre nom, TSA, TED, enfin peu importe, dont nous bassinent les médias depuis quelque temps. On pourrait dire qu'on ne nous parle plus que de l'autisme, maladie neurologique, en un seul mot. Hein. Et avec le corollaire de bon sens, puisque l'autisme, quelle qu'en soit la cause, puisqu'il n'existe plus qu'un seul autisme, est une maladie neurologique, hein, le corollaire c'est de dire la psychanalyse n'y est pas indiquée, ça c'est la version soft qu'avait sorti la HAS, hein, voire il faut l'interdire, c'était la version hard du projet du député Fasquelle, hein, ce qui quand même comportait une triple impasse. Hein. D'une part, c'est que nulle personne à l'heure actuelle n'est scientifiquement autorisée à parler d'une universalité causale dans les pathologies autistiques, ni même à assurer qu'il s'agit d'un cas nosographique unique. Quand bien même une cause neurologique ou métabolique ou génétique ou autre serait mise en avant dans tel ou tel cas, cela abolirait-il le sujet qui souffre, qui jouit d'un rapport au langage ravageant? Et donc, en quoi n'aurait-il pas le droit, pas besoin de rencontrer un analyste? Enfin, la clinique avec ces enfants-là nous montre tous les jours les effets pacifiants, harmonisants, humanisants et de construction de la rencontre. Évidemment, la rencontre avec un analyste, à condition qu'il sache travailler avec d'autres. Hein, c'est-à-dire, il faut bien dire qu'il y a eu aussi des attaques sur la psychanalyse qui n'étaient pas totalement dénuées de fondement sur la visée impérialiste de certains. Hein. Mais j'aimerais développer un peu cette question du dit autisme. Hein. Je rappellerai d'abord que ce n'est pas quelque chose qui fait l'unanimité chez les analystes. Hein. Freud, d'abord, ne parle jamais d'autisme. Il s'est contenté d'utiliser l'adjectif autiste, hein, pour définir ce qu'il appelait un système fermé aux stimuli du monde extérieur. Hein. Il faut dire qu'il avait été un peu refroidi par la condensation de son terme auto-érotisme qu'avait fait Bleuler. En effet, celui-ci qui lui présentait cette condensation comme une référence à son travail, en fait, excluait, cachait, caviardait l'éros, hein, puisque auto-érotisme, érotisme disparaissait, il caviardait le contenu sexuel de la découverte freudienne, hein, qu'avait très bien entendu Freud. Lacan lui-même, dans toutes ses œuvres, ne parle jamais d'autisme
d'autisme, hein, mais il parle de l'autiste ou des autistes ou des dysautistes. Hein. Il y a comme une espèce de mise à distance, Même une papesse de l'autisme, comme Frances Tustin, fait montre d'une certaine ambivalence. Je pense que vous connaissez tous Frances Tustin, qui est une psychanalyste anglaise, freudienne, de l'Association internationale de psychanalyse. Hein. Elle fait montre d'une certaine ambivalence, passant allègrement de l'autisme à l'état autistique, hein, et même à l'enfant psychotique dans le même chapitre, hein, pour parler du même objet, pour parler du même sujet. Hein. Il y a une grande finesse clinique chez elle, elle est vraiment passionnante à lire, hein, et en même temps une confusion théoricienne énormément bâtie sur l'empathie. Plus près de nous, Laurent Danon-Boileau, hein, donc analyste de la SPP qui travaille beaucoup avec les autistes, se dit convaincu que la pathologie autistique est diverse en degré et en nature. Ce terme de nature me paraît important. Tandis que Colette Solaire précise: d'abord, je ne crois pas qu'il y ait un autisme pur. Margaret Mahler est d'accord là-dessus, on a toujours des mixtes. L'autisme est un pôle. Margaret Mahler, d'ailleurs, partageait les psychoses entre état autistique et psychose symbiotique, avec une intuition qui se rapproche de ce que j'essaye de dire. Elle disait: les cas purs sont plutôt rares, alors que les cas mélangés, les mixtes, sont fréquents. À une époque, des mécanismes symbiotiques ont été superposés sur des structures de base autistiques et vice-versa. Et vice-versa veut dire que des mécanismes autistiques ont été superposés comme des superstructures sur des structures symbiotiques. Symbiotique voulant dire, chez Mahler, psychotique. Je rappelle que pour Marx, l'infrastructure est ce qui régit les rapports économiques, les modes de production en particulier, tandis que les superstructures sont les appareils qui se construisent dessus, au-dessus des infrastructures, comme les discours. Hein. Alors évidemment, j'ai dit et répété ailleurs et écrit que l'autisme n'existe pas, c'est-à-dire ne constitue pas une entité nosographique à part, ni à l'intérieur des psychoses, ni comme quatrième structure, ni comme maladie neurologique. Hein. Mais évidemment, il y a une certaine consistance, évidence, à parler des autistes et de syndrome autistique. On les rencontre. Hein. Mais après tout, n'importe quel clinicien, n'importe quel médecin, n'importe quel psychologue parlera de syndrome dépressif et de dépressif sans que cela fasse une structure à part, ni une sous-classe de la névrose ou de la psychose. Vous pouvez très bien être névrosé et dépressif, psychotique et dépressif. Pervers et dépressif, ça va arriver, mais c'est plus rare. Hein. Je pense qu'il faut vraiment concevoir le syndrome autistique comme une superstructure, c'est-à-dire une construction transstructurelle s'élevant au-dessus de la structure à chaque fois qu'il y a empêchement dans la névrose ou impossibilité dans la psychose d'entrer dans l'aliénation. Il y a deux avantages à raisonner ainsi. D'abord, pouvoir intégrer dans ce tableau des mécanismes divers de toute évidence présents à des degrés variables, que ce soit les mécanismes génétiques, métaboliques ou d'autres causes organiques, et des mécanismes purement subjectifs, ressortissant à la névrose et à la psychose. Ensuite, mieux comprendre les modes de sortie de l'état autistique. En effet, selon les auteurs, on parle tantôt de sortie par la paranoïa, les Lefort, hein, Rosine et Robert, par la schizophrénie, par la normose, j'ai lu, tantôt sortie par l'autisme, Malval. Et je pense que tout cela est bien vrai.
si l'état autistique est une superstructure, alors on n'en sort ni plus ni moins par où on y est rentré. On en sort par la structure qui est sous-jacente à cette superstructure, en fait. C'est comme le déprimé. Quand vous soignez un déprimé, ben mon Dieu, il vous reste en dessous le névrosé ou psychotique qui était là. Hein. De la même façon que l'on définit le syndrome dépressif par des traits symptomatiques que vous connaissez, aboulie, tristesse, pleurs, troubles du sommeil, et par des mécanismes psychogénétiques, la perte de l'élan vital, la fuite devant l'insupportable, etc., qui ne disent rien de la structure, tout cela. Je définirai le syndrome autistique par trois grands symptômes, enfin, trois grands axes. D'abord, la persécution par les signes de la présence de l'autre, ça on le trouve toujours, et les signes de la présence de l'autre, ça peut être la voix, le regard, le toucher, le désir et la volonté de l'autre, les injonctions surmoïques, le changement de cadre qui marque qu'un autre a agi, a marqué le cadre de son vouloir ou de son désir. Tous ces signes de la présence de l'autre marquent son existence dans l'Umwelt, le monde extérieur au sujet, marquent son hétérogénéité radicale à l'Inwelt, le monde intérieur, mal assuré, et donc le caractère intrusif de cet autre par rapport à ce petit sujet, à l'Inwelt si mal foutu, si peu solide. Donc première série, hein, tout ce qui est de l'ordre de la persécution par les signes de la présence de l'autre. Deuxième série, réactionnelle à ça, j'irais, en retour, la tentative d'annuler l'autre. Le mutisme, le néolangage, c'est-à-dire que l'enfant parle, mais il parle son langage, il ne vous parle pas. Le refus du regard, le refus du toucher, et puis la tentative d'annuler l'autre, le petit autre, je dirais, dans sa présence et ses désirs. Hein, une espèce d'ignorance superbe de l'autiste. J'en arrive presque à faire le diagnostic des petits enfants autistes, avec les enfants qui me marchent sur les pieds à la première séance. C'est-à-dire, c'est très très frappant, une façon de ne pas calculer l'existence du petit autre, le périmètre de l'autre, et s'ils ont besoin d'aller prendre un crayon ou quelque chose, vous marchez sur les pieds à l'aller et au retour, comme si les pieds n'étaient pas là, comme si vous n'étiez pas là. Et puis, troisième série, à la base de tout ça, je dirais, il y a l'impossibilité ou l'empêchement d'entrer dans l'aliénation signifiante et partant dans la séparation. Et cela sans préjuger aucunement des causes de cette impossibilité d'entrer dans l'aliénation signifiante. Que ces causes soient psychologiques, je répète, organiques, ou qu'elles soient un mixte des deux. Je veux dire que la bataille, dans le fond, la bataille psycho-organique m'intéresse très peu. Évidemment, bon, ces caractéristiques subjectives imposent quelques aménagements de la position de l'analyste, hein, et quelques aménagements de son maniement du transfert et quelques aménagements de son maniement de l'interprétation. Donc jusqu'ici, je vous ai parlé par rapport à cette question de Freud, Lacan, j'ai cité Tostin, Mahler, Klein, Soler. De toute évidence, dans ce panthéon, il manque quelqu'un dont tout le monde cite le nom lorsqu'on parle d'autisme. Bettelheim. Kanner. Kanner. Kanner, papa. Ah oui. Il faut la tête. Hein? Et c'est quelqu'un que tout le monde cite. Hein? Alors qu'en fait, on s'aperçoit que bien peu l'ont lu. Hein?
Parce que lorsqu'on parle d'un syndrome de Kanner, lorsque les gens parlent de syndrome de Kanner, ils vous en parlent comme de l'autisme pur, d'un autisme régressé, qui s'opposerait à l'autisme de haut niveau d'Asperger. Et quand vous allez voir chez Kanner, c'est pas vraiment ça. Hein. C'est bon, puisqu'on retrouve, hein, je rappelle qu'il a fait, c'est d'abord un article unique Kanner, hein, qu'il a repris ensuite quelques années après pour, c'était les troubles autistiques du contact affectif, apparu en 1943, hein, basé sur l'observation de 11 cas entre 1938 et 1943. Hein. Et puis il a fait un deuxième article en 1971, donc 28 ans après, 28 ans après, oui, 28 ans après, sur l'étude du devenir de 11 enfants autistes originellement étudiés en 1943. Hein, je veux dire, c'est une étude extrêmement ponctuelle, extrêmement précise, extrêmement fouillée, c'était pas n'importe quoi. Donc je ne vais pas vous refaire mais je vous encourage à lire parce que c'est vraiment très très intéressant. C'est pas tout à fait facile à trouver d'ailleurs. Parce que oui, à l'heure actuelle, je crois qu'on le trouve dans le bulletin de l'ARAPI spécial. Alors le bulletin de l'ARAPI, il faut connaître. Bon, avec Internet, moi j'ai trouvé ça sur Internet parce que maintenant on ne trouve pas autrement. Hein, de juin 1995. Donc, je ne vais pas développer les 11 cas, je vais me contenter de me centrer sur la discussion qu'il en fait et sur le commentaire qu'il en fait aussi bien en 43 qu'en 71. Hein. Et il dégage un syndrome unique, il parle bien de syndrome, jusqu'ici non décrit et assez rare semble-t-il, caractérisé par un trouble fondamental, qu'il dit pathognomonique, hein, pathognomonique, c'est-à-dire c'est le signe qui est caractéristique d'une pathologie, qui définit, si vous avez ce signe, vous êtes sûr que c'est cette pathologie. Donc un trouble fondamental, l'incapacité à établir des relations de façon normale, ce qu'il appelle un repli autistique. Deuxièmement, une relation particulière au langage, avec soit mutisme complet, soit une impossibilité de communiquer avec un langage particulier propre au sujet, soit l'utilisation du langage comme un code. L'enfant qui va vous paraître parler quasiment comme vous et moi, sauf que vous allez vous apercevoir qu'il n'y a aucune ambivalence dans les mots, aucune ubiquité, c'est un langage quasi mathématique et que dès qu'il y a une équivoque, l'enfant est perdu. Enfin, l'enfant ou l'adulte est perdu. Hein. Une relation particulière à la nourriture, qui est vécue comme une intrusion. Une obsession anxieuse de la permanence, la peur du changement, un besoin d'immuabilité. Cinquièmement, de bonnes potentialités. C'est là où je dis que vraiment on exagère en opposant Kanner et Asperger. De bonnes potentialités cognitives, un vocabulaire stupéfiant, une excellence de la mémoire, une capacité phénoménale à apprendre par cœur et à se souvenir précisément des séquences et des schémas complexes témoignant d'une bonne intelligence. Tout ça, c'est pas moi, c'est Kanner. Hein. Donc c'est quand même important à souligner parce qu'on se base tellement là-dessus pour définir des autistes régressés, alors que je pense que le plus souvent, le problème de ces autistes dits régressés, c'est qu'on les a rendus régressifs par une prise en charge institutionnelle beaucoup trop précoce, pas adaptée et en vase clos. Et le sixième point, c'est que Kanner insiste beaucoup sur le côté d'emblée inné, quasi inné, dit-il, de ce repli autistique, ce qui le fait pencher pour une incapacité innée à établir le contact affectif habituel avec les personnes biologiquement prévues. Un contact affectif biologiquement prévu, c'est le contact avec la mère en particulier.
Donc il dit il y a ce côté inné, mais en même temps, il constate le côté froid et formel des relations parentales, les préoccupations abstraites, le manque de chaleur et le côté brillant et extrêmement intelligent des familles. Alors, bon là, je ne développe pas trop parce que je pense qu'il y avait quand même un biais de recrutement chez lui. Hein. Parce que sur les 11 cas, il note 4 psychiatres chez les pères et un médecin, une psychologue et une infirmière chez les mères. Donc je trouve que ça fait quand même beaucoup sur 11 cas. Et puis, bon, travailler à Orly avec beaucoup d'enfants autistiques à l'heure actuelle, je n'ai pas tout à fait le même recrutement. Hein. C'est beaucoup plus modeste. Mais c'est dire qu'à la fois il a l'air de défendre une position quasi organiciste du côté de l'inné et une position environnementale, hein, je dirais, du côté de cette famille froide, abstraite, etc. etc. Hein. Je discuterai un autre point de cette variabilité, de cette comment dire, entrée quasi innée, de cette entrée quasi d'emblée dans le syndrome autistique, parce que pour moi, enfin dans la pratique clinique, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont l'expérience ici, il y a quand même une certaine variabilité de l'entrée dans ces états autistiques. Un certain nombre de parents vous décrivent effectivement cet enfant qui, dès la naissance, ne regardait pas, ne l'allait pas, n'avait aucune expression vers l'autre, etc. Et puis d'autres parents vont vous parler d'un enfant qui tout d'un coup a, précocement, en général 12 mois, 15 mois, 16 mois, a présenté une cassure. Hein, ils en parlent très bien. Il a dit maman, papa, popo, quelques mots de miam miam, enfin quelques mots courants de la relation à l'enfant qui tourne sur la nourriture et la relation affective. Et puis tout d'un coup, ça s'est arrêté là. Et puis même, il a perdu ses signifiants. Hein, ils vous le décrivent très très bien. Et il a arrêté son développement psychomoteur. Enfin bon. Donc je pense que là, il y a une variabilité de l'entrée qui est supérieure à ce que disait Kanner, qui correspond peut-être aussi à une variété des causes d'entrée dans l'état autistique, hein. Une variété de ce qui conduit à cette réaction autistique. Est-ce qu'il s'agit d'un obstacle lié à une cause organique et ou génétique, hein? On peut penser au syndrome de Rett, à l'X fragile ou au micro. Alors maintenant on trouve les microdélétions 22Q133. C'est très très précis. Ou bien s'agit-il d'un choix insondable en deçà de la psychose, ou bien s'agit-il d'une psychose d'enfant, psychose soit schizophrénique ou paranoïaque, ou bien je n'exclus pas des régressions autistiques d'enfants névrotiques confrontés à des situations invivables. Quoi qu'il en soit, il est difficile de départager causes et effets, adjuvants et circonstances déclenchantes. Pour le professeur Arnold Munich, hein, qui est pédiatre généticien à Necker et pas du tout psychanalyste, c'est un organiciste conséquent, on ne retrouverait des causes organogénétiques que dans 20% des cas, en particulier dans des cas atypiques, syndromiques, c'est-à-dire dans des cas s'intégrant à une autre pathologie et souvent présentant un tableau déficitaire. Et en même temps aussi un tableau dysmorphique, enfin bon, des choses comme ça. Donc, quoi qu'il en soit, quelle qu'en soit la cause, je dirais,
psychogénétique ou organogénétique, la conséquence serait de toutes les manières de venir empêcher ou de venir rendre très difficile l'entrée dans l'aliénation, c'est-à-dire l'entrée dans le langage. Donc je rappelle le baptême de l'aliénation tel que l'avait écrit Lacan, c'est qu'un qui n'est pas encore un sujet, un S en devenir sujet, un organisme quasiment, vient s'imposer, le représenter, un signifiant maître, S1, qui va l'aliéner en tant que vivant, mais qui en même temps est le petit bout de l'entrée dans le langage, qui se poursuit au mieux par un processus dit de séparation signifiante, avec une entrée dans le discours, c'est-à-dire articulation du signifiant maître à un S2 et à toute une chaîne signifiante. Cette entrée dans le discours venant diviser le sujet, mettre une barre, c'est ce que j'ai écrit en bas, sur le S préexistant, et permettant ainsi l'entrée de tout sujet subissant ce processus dans la névrose. Évidemment, de rester dans la première opération, c'est-à-dire l'opération de l'aliénation, qui est une opération quand même d'entrée dans le langage malgré tout, et ne met pas dans le discours, définit le psychotique, qui est hors discours mais pas hors langage. Pour l'autiste, quelle qu'en soit la cause, je me répète encore, infra-aliénation, qui reste... Alors, selon les auteurs, infra-aliénation, ça c'est Colette Soler. Malval parle d'un sujet qui est au bord de l'aliénation signifiante, empêcher d'y entrer. J'écrirai volontiers un redoublement de la barre entre S1 et le S du bas. Pour l'autiste, c'est point d'interrogation encore, mais pour moi, il y aurait comme une amplification de la disjonction, de la part de disjonction entre le S, pas encore sujet du bas, et le signifiant maître qui pourrait l'aliéner. Avec l'idée que ce au bord de l'aliénation n'est peut-être pas incontournable dans tous les cas, comme le montre l'évolution vers des carrières littéraires, scientifiques ou autres de certains autistes. Alors que pour d'autres, on le sait très bien, hélas, l'évolution se fait vers la néantisation, la mort psychique. J'avais prévu d'illustrer ça par quatre cas différents que j'avais. Ça va être trop long, mais c'était le cas d'une petite enfant qui avait un syndrome de Rett et comment ça avait pu se pacifier, mais comment ça s'était malgré tout aussi le syndrome de Rett avait continué à évoluer. Un enfant qui était visiblement du côté de la psychose, qui est visiblement du côté de la névrose, qui est du côté de la névrose, et puis une quatrième, je vais m'attarder sur une quatrième, qui justement montre peut-être le danger de faire cette distinction a priori entre Kanner et Asperger. Donc, la petite G a 3 ans et 2 mois quand je la rencontre. Elle est née aux États-Unis d'une mère française et d'un père états-unien. Elle est revenue en France à 4 mois. Donc, un peu de 2 ans et 8 mois avant que je la voie. La mère souligne que d'emblée, il y a eu un problème. Elle n'a pas réussi à l'allaiter. Elle se sentait mal à l'aise
ne savait pas comment s'y prendre et elle non plus. Il y avait un problème de holding, comme disent les anglo-saxons. Problème alimentaire que notre canard dans les premiers moments et qui vont perdurer. À 3 ans, quand je la vois, il faut toujours la nourrir. Elle ne mâche pas, elle recrache les morceaux et sa seule nourriture solide sont les BN. On l'a d'abord prise pour une sourde, car elle ne réagissait pas à son prénom. Et elle a dit papa et maman il y a seulement 4 mois, c'est-à-dire à 2 ans et 8 mois. Ouais. Le seul mot qu'elle utilise fréquemment à une période, c'est le mot non, signifiant son refus radical. Par contre, elle se sert de sa voix comme d'un instrument, n'arrêtant pas de vocaliser et de faire le chien. Le chien qui jappe. Je ne vous limite pas quand même. Depuis peu, elle répète tout en écho. Écholène. Au niveau relationnel, en présence de sa mère, elle se montre confiante, souriante, avec tout le monde, apparemment heureuse de vivre, mais elle ne soutient pas le regard. Par contre, dès qu'elle quitte sa mère, c'est la panique et elle est submergée par l'angoisse. Au niveau corporel, à noter une marche particulièrement raide, un peu robotique. Parfois même, elle marche sur la pointe des pieds, comme une marionnette qui n'aurait pas de corps propre. Au niveau du corps, à noter encore une constipation chronique, avec le fait qu'elle se met les doigts dans le derrière, comme pour explorer son trou antérieur qu'elle colmate avec ses fesses constipées, cette espèce de pierre qui est là en permanence. Les premières séances, évidemment, sont très difficiles. D'abord, elle n'accepte de venir qu'avec sa mère, se cache derrière elle toute la séance, n'accepte le contact qu'à travers elle. Elle ne me regarde que si je ne la regarde pas, évitant à tout prix que nos regards se croisent, ou évitant à tout prix qu'entre nos deux corps, il n'y ait pas celui de sa mère. À ces conditions, si je respecte ça, elle est charmante et babillante, mais strictement en miroir, en répétant les paroles et imitant les gestes ou se livrant à des stéréotypes gestuels. Donc on voit quand même une enfant extrêmement régressée, autiste régressé, le canard. Boum. Un jour, elle ne dit pas non à mon invite de la voir seule la prochaine fois. Pas convaincue, mais consentante. Là. Je la sens chancelante. Le jour arrivé, 3 jours après, je la voyais 2 fois par semaine, je lui donne la main, je lui tends la main, elle me suit comme un agneau dans mon bureau pour aller se réfugier derrière le fauteuil où s'assoit sa mère habituellement. Et elle se met à pleurer silencieusement. Tu vois, c'est pas les grands cris, etc., mais elle pleure, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Elle vit, évidemment, il n'y a pas eu de séparation symbolique avec la mère, et elle vit la séparation physique comme une douleur, comme un drame, et lorsque je la ramène à sa maman, c'est l'allégresse la plus totale. C'est vraiment les retrouvailles, etc. Et ça va se répéter comme ça au fil des séances. Au fur et à mesure, les pleurs se calment un peu si je ne m'occupe pas d'elle, si je ne m'adresse pas à elle, si vraiment il faut que à la limite que je lise mon journal pour qu'elle soit bien. Alors c'est un peu dur à supporter, sans doute pour elle, aussi pour moi. Et en même temps, ce qui peut paraître être intéressant, c'est que ça continue, elle continue à venir. À chaque fois qu'elle me voit aller en salle d'attente, où elle sait que je vais lui tendre la main, l'inviter à venir, elle est toute souriante. Et ça se dégrade lorsque la séparation a lieu. Et lorsque je la ramène à sa mère, elle est toute gentille.
passé au revoir rapidement, exactement comme si elle ne m'en voulait pas de me faire mon boulot de séparateur. Elle s'y prête, mais dans la souffrance, hein, dans les larmes. Et on peut dire que bon, en même temps, nous partageons cette souffrance, hein, dans le même temps et dans le même lieu 2 fois par semaine. Puis ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et puis je la trouve un jour en salle d'attente, passionnée par les photos que lui montre sa mère. Et je la trouve en train de jacasser, voire de nommer certains gens présents sur les clichés. Et alors, sa mère me dit quelque chose qu'elle m'avait jamais dit, que j'ai une passion pour les photos et que c'est ce moyen qu'elles ont trouvé pour communiquer toutes les deux. C'est le seul moyen de communication. Alors, je demande à la mère de me confier. On était encore à l'époque de la pellicule papier. Hein, maintenant, comment je ferais? Donnez-moi votre téléphone. Hein. Je demande donc à la mère de me confier comment ça s'appelle L'album. Pas l'album, c'était... Ouais, je trouve plus mes mots là, j'ai des troubles de mineurs. Comment on appelait ça? Dans une pochette. Des négatifs. Hein? Des Les négatifs. photos dans une pochette, c'est pas un album, c'était... Que personne ne connaît, vous voyez. Des photos dans une pochette? Oui. Des épreuves, des tirages. Non, les pellicules. Un portfolio. Non, mais c'est encore les affaires. Bon, donnez-moi ça, je lui ai dit. Hein. Et la séance n'a rien à voir avec les précédentes. Hein. D'abord, elle ne se place pas derrière le fauteuil. Elle ne place pas le fauteuil de sa mère, entre guillemets, entre elle et moi. Elle se place à mes côtés. Hein. Et elle me nomme, c'est-à-dire elle nomme à moi. C'est bien la première fois qu'elle s'adresse à moi, les différents protagonistes. Hein. Alors, ce qui est intéressant, j'ai retrouvé chez Kanner une petite note où il dit qu'il existe une relation bien meilleure avec les photos des personnages qu'avec les personnes elles-mêmes. Les photos, après tout, ne peuvent pas déranger. Hein. Et alors, une fois que j'ai trouvé ce biais, dans les mois qui suivent, j'épuise la photothèque familiale. Hein, effectivement, je demande les albums, etc. Et rapidement, je connais tout le monde et tous les lieux qui lui sont familiers, y compris le chien des grands-parents. Hein. N'empêche, par ce biais, elle me parle, ayant à cœur de m'expliquer qui, où, quand, etc. On pourrait dire que la forteresse s'est rendue. Hein. C'est 8 mois après donc, le premier entretien, elle me fait le premier dessin qui témoigne quand même du vécu morcelé et taurique de son corps et de celui d'autrui. Hein, taurique, vous allez voir, parce qu'il y a des... Je vais le faire passer, il y a chaque corps... Alors morcelé parce qu'il y a une tête, un corps quelques centimètres plus bas, hein, et que chaque corps est centré par un trou. Le trou qui va de la bouche à l'anus. Hein. Bon, je vais faire passer le dessin. Je ne vais pas passer toute la cure parce que sinon c'est pareil, c'est demain matin sinon. Mais ce qui m'intéresse, c'est de la fin de la cure pour montrer la difficulté pour le moins d'opposer autisme de Kanner ou d'Asperger par rapport à son point de départ qu'on vient de voir et au point actuel. Voilà, donc je vous passe le dessin. Le premier dessin qu'elle m'a fait, hein, vous allez voir, c'est quand même... donc c'est 8 mois après, donc elle a plus de 4 ans. Hein, quand même. Donc c'est une enfant qui va passer à l'école primaire, puis au collège. Ça c'est au bout de 3-4 ans après, elle me fait un deuxième dessin que je vais vous faire passer. Vous allez voir une assomption totale du corps. Hein, alors en plus il était en couleur bleue, etc. magnifique. Et puis l'été dernier, je reçois une lettre de sa mère qui montre ce qui a bougé et les invariants. Parce qu'évidemment, bon, je l'ai quand même vu 6 ou 7 ans, puis ils ont déménagé en province. Donc elle m'a donné... ouais, c'est un... La maman m'écrit l'année dernière, hein, pour me dire
Docteur, vous avez reçu G d'août 97 à décembre 2004, ouais, ça fait un peu moins de 7 ans, pour des troubles du comportement, non, un peu plus de 7 ans, ouais, 7 ans et demi. Vous m'aviez exprimé votre souhait de savoir ce qu'elle deviendrait, aussi je vous donne ces quelques nouvelles. Donc, je vous passe le dessin. Cette année, G a brillamment passé son bac, voir son relevé de notes, point d'exclamation, me met-elle, après des années lycée studieuses. En septembre, elle s'en ira à elle, suite à son admission à l'IN pour des études d'ingénieur. L'Institut national de passe. G a connu 2 années sensibles au collège de M, mises de côté par une grande partie de la classe parce que différentes. Malgré cela, elle a réussi et surmonté les difficultés. Cependant, pour le lycée, nous avons choisi de l'envoyer en pension complète chez ses grands-parents en M. Elle s'entendait très très bien avec ses grands-parents. Aujourd'hui, c'est une jeune fille épanouie qui a gardé contact avec tous ses amis et que le monde n'effraie plus. En août 2001, elle a passé 15 jours en Nouvelle-Zélande dans le cadre d'un échange entre lycées. Je tiens à nouveau à vous remercier pour toute l'aide que vous nous avez apportée pendant si longtemps. Qui aurait cru en 1997 que G aurait un tel parcours? La tâche n'est pas finie, mais nous pouvons construire l'avenir sereinement. Complétons ce tableau par ces résultats du bac tout aussi parlants. Il s'agit du bac S, moi je n'aurais jamais passé, avec en toute simplicité la mention très bien. Mais, alors on s'aperçoit là, quand on lit la lettre de la mère, qu'effectivement d'un point de vue cognitif, il y a des progrès, etc., que d'un point de vue relationnel, c'est le jour et la nuit, etc., mais qu'elle est toujours différente. Hein, elle a été boycottée par ses copines de lycée pendant 2 ans, etc. Et puis quand on lit les résultats de son baccalauréat, on voit bien qu'il persiste encore une difficulté avec la langue. Hein, la langue en tant qu'elle n'est pas un simple code. Dès que ce n'est pas un simple code, la langue, puisque 20 sur 20, alors bac S, 20 sur 20 en physique-chimie, vous voyez le tableau, 18 sur 20 en mathématiques, et en anglais. L'anglais, langue étrangère, c'est quand même du niveau du code, hein, quelque part de ce qu'on apprend, mais 11 sur 20 en français et 7 sur 20 en philosophie. Cette élève extrêmement brillante, elle n'en reste pas moins dans des difficultés d'un rapport à la langue liées à son syndrome autistique. Donc je me suis un peu étendu sur cette question du dit autisme parce que ça me paraît à l'heure actuelle un point névralgique de la bataille qu'on a amenée sur le rapport à l'humain. Hein, sur le rapport à l'humain et la place qu'a la psychanalyse dans ce rapport à l'humain à partir du moment où elle ne s'imagine pas être tout remplacé. Hein, parce que dans le fond, ce qui est important pour cette enfant, c'est qu'en parallèle, elle a vu aussi une orthophoniste. En parallèle, on s'est battu avec l'école au début, parce qu'après c'était une source pour qu'elle reste à l'école normale, etc. C'était pas uniquement des séances de psychanalyse, entre guillemets. L'autre, donc, dans ce qui vient être une menace sur le développement, moi je dirais simplement une menace sur l'humain, hein, sur l'humain en tant qu'humain, je dirais il y a un phénomène qui n'est pas nouveau mais qui n'est pas non plus très très ancien, c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler le développement du discours capitaliste. Le fait que le discours capitaliste devienne le discours dominant qui dirige le discours courant actuel. Pour ça, j'aurais besoin de resituer un petit peu, pour me faire comprendre toute la question de ce que Lacan a élaboré autour
de privation, frustration, castration, et dans son rapport du sujet au manque de l'objet, dans les différents registres de ce manque. Hein. Alors, c'est pour ça, pour ne pas perdre trop de temps, j'ai écrit au tableau. Hein, le tableau qui apparaît dans le séminaire 4 dit évidemment la relation d'objet, on s'y agit, et qu'il reprendra très longtemps et plusieurs fois dans son enseignement. Hein. D'ailleurs, on pourrait considérer, quand on lit attentivement le séminaire 4, que de décembre à avril, de décembre 56 à avril 57, il ne fait que construire ce tableau, que le complexifier, le remplir les cases, etc. Le séminaire 4, on pourrait considérer que c'est le séminaire de la construction du tableau, du manque de l'objet en rapport avec les registres. Hein. Il y a une phrase d'ailleurs qui me semble essentielle à comprendre cela. La relation centrale d'objet, celle qui est dynamiquement créatrice, est celle du manque. C'est-à-dire que la relation à l'objet dynamiquement créatrice, celle qui compte, c'est celle où l'objet n'est pas là. Paradoxe. C'est parce que le sujet manque que le sujet tend à se remuer ou à être remué pour le retrouver. Sans manque d'objet, il y a mort psychique du sujet, voire mort de l'organisme. Pensez à la problématique de l'anorexie. Dans le fond, l'anorexie est liée au fait qu'il n'y a pas manque, qu'il y a trop de sujets et trop d'objets, et que l'anorexique choisit de manger du rien comme objet, et elle en meurt. Lacan nous dit donc que tout se construit sur ce manque. Il insiste beaucoup sur ce truc. On ne peut poser correctement le problème des relations d'objets qu'à partir d'un certain cadre qui doit être considéré comme fondamental pour la compréhension. Ce cadre, ou le premier de ces cadres, c'est que dans le monde humain, la structure comme le départ de l'organisation objectale, c'est le manque d'objets. Je crois qu'on a rarement insisté autant que lui à ce sujet. Mais ce manque, en fait, il va le décliner selon les trois registres. En disant que dans la castration, il y a un manque fondamental qui se situe en tant que dette dans la chaîne symbolique. La castration en tant que constitution d'une dette symbolique ne peut se concevoir évidemment hors langage. Il n'y a que dans le langage où il y a du symbolique. Un manque symbolique, ça se parle, et même un manque symbolique, c'est symboligène. La dette est toujours symbolique. On doit quelque chose à quelqu'un. Elle s'inscrit au débit du sujet et à l'actif de l'autre. Dans la frustration, le manque ne se comprend que sur le plan imaginaire, comme d'âme imaginaire. Ces différentes citations de Lacan, dans la castration, il manque fondamental qui se situe dans le temps que dans la chaîne symbolique. Et hop, vous les trouvez donc dans le séminaire 4, c'est page 55. Hein. Dans la frustration, le manque ne se comprend que sur le plan imaginaire comme d'âme imaginaire. Le dam, c'est la forme ancienne en français du dommage, du préjudice. C'est aussi la peine des damnés. Le dam, c'était originellement être privé de la vue de Dieu. Qui dit dommage ou préjudice imaginaire dit contingence de ce dommage. Il n'est pas nécessaire et donc demande la participation imaginaire du sujet. C'est-à-dire si le sujet
ne se dit pas ou ne veut pas se dire « Ah, il me manque quelque chose », il ne sera pas frustré. Dans la privation, le manque est purement et simplement dans le réel, limite ou béance réelle. Quand je dis que, s'agissant de la privation, le manque est dans le réel, cela veut dire qu'il n'est pas dans le sujet. Il ne nécessite pas la participation du sujet, il est, tout simplement. Il concerne d'ailleurs l'organisme plus que le sujet. Donc c'est un premier info. On va peut-être rester, donc peut-être m'intéresser uniquement d'ailleurs à cette colonne, hein, à cette colonne du manque pour introduire cette histoire du discours capitaliste. C'est pas la peine de faire le reste parce que sinon ça nous entraînera un peu loin. Hein. Donc c'est important de situer ça, cette question du manque. Pour se faire comprendre sur ce discours capitaliste, je voudrais un petit peu introduire la question des discours. Hein. Avec la question de la structure générale des discours et de l'hétérogénéité complète du discours capitaliste à ces discours. Notons d'abord qu'avec les trois formes de manque, castration, frustration, privation, aussi bien qu'avec les trois registres réels, imaginaires et symboliques, nous sommes dans une logique ternaire aboutissant à un répartitoire ternaire. Avec ce qui fait le lien social, les discours, il n'y a de lien social que du discours. Nous sommes d'emblée dans une logique quaternaire, puisqu'il s'agit de la réduction de ce lien social autour de 4 discours, eux-mêmes définis par la situation que vont occuper 4 signifiants dans 4 places définies, chacune par une topologie et une fonction. Hein, donc je vais rapidement rappeler ça. En haut à gauche, vous là, la formule généraliste que je vous ai mis là. Hein, en haut à gauche, la place d'où s'ordonne le discours, d'où s'en émet, si je puis dire, la dominante. J'appelle dominante ce qui me sert à dénommer ces discours. On voit ça dans le séminaire de Lacan, l'envers de la psychanalyse, hein, page 47. C'est le signifiant, donc, d'où s'origine le discours, ce que Lacan appellera ailleurs l'agent du discours. On pourrait dire l'agent effecteur pour souligner que c'est lui qui fait, qui agit, et que c'est lui qui a des effets. Hein. Donc là, dans ce premier temps, il appelait ça la dominante, hein, et puis dernièrement, il appellera ça l'agent ou l'agent effecteur. En bas à gauche se trouve la place de la vérité. Les effets de l'agent ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agisse par exemple du signifiant maître ou du petit a, qui dénomme le discours d'analyste. Dans le premier cas, le signifiant maître, l'agent, vient masquer la division du sujet, vient masquer sa vérité. Dans le deuxième cas, l'agent, en tant qu'objet petit a dans le discours analytique, vient mettre le savoir en place de vérité. Le savoir est mis au centre sur la sellette par l'expérience psychanalytique. En bas à droite, ce qui s'inscrit comme effet... Non, d'abord en haut à droite, on va d'abord faire en haut à droite l'autre, la place de l'autre, auquel va s'articuler le signifiant en place d'agent. Hein? Voilà, on va pas... Et en bas à droite, ce qui s'inscrit comme effet aussi bien produit que perte. Remarquons que ces discours fondamentaux qui viennent réguler les liens sociaux et aussi réguler pour chaque sujet la jouissance, la manière de s'articuler au corps et à la parole des autres, se forment
en passant de l'un à l'autre par une permutation d'un quart de tour. Cela aboutit au fait que les 4 signifiants sont toujours les mêmes, dans le même ordre. S1, S2, petit a, S barré, et ça tourne comme ça. Hein. Vous pouvez passer, vous avez écrit le discours du maître là. Si vous permutez S1 à la place de S2, S2 viendra à la place de petit a à la place de S barré, et S barré à la place de S1, et vous écrivez le discours hystérique. Et ainsi de suite, selon, puisque S barré, c'est le signifiant du sujet, c'est normal que si vous le mettez en place des facteurs, c'est le discours hystérique. Si vous mettez S2, le signifiant du savoir, en place des facteurs, vous définissez le discours de l'université. Si vous mettez petit a, l'objet cause du désir, en place d'agent, vous définissez le discours de l'analyste. Hein. Et tout va toujours tourner dans le même ordre. C'est très caractéristique de ce qu'il appelle les discours qui font des liens sociaux. D'autre part, dans le discours du maître, il est remarquable qu'il y a une double barre de disjonction entre le sujet et l'objet cause du désir. L'objet et il n'y a pas d'accès à l'objet plus de jouir pour le sujet. Dans ce discours, l'accès du sujet à la jouissance se fait obligatoirement par le biais de S1 et de S2, par le biais du signifiant maître, de l'idéal et du savoir, par le biais de la chaîne signifiante. Hein, il doit parcourir obligatoirement S barré, le sujet doit parcourir S1, S2, un signifiant maître, un idéal, et rentrer dans le discours pour avoir accès à la jouissance, et donc n'avoir accès qu'à une jouissance ébréchée, il faut bien le dire. Hein. C'est bien en cela que le discours du maître est le discours de l'inconscient, que le discours du maître est celui qui inscrit dans l'inconscient le non-rapport sexuel, au sens où il n'y a pas de rapport sexuel complet, total, etc. Depuis qu'on parle, depuis que le par-l'être est par-l'être, eh ben, il se fait baiser, quelque part, au niveau de la jouissance. Hein. C'est plus la pure jouissance animale déchaînée. Dans ce discours, il y a toujours un point d'arrêt. C'est ça qui est important à retenir. A contrario, le discours du capitalisme ne s'écrit pas à l'identique des 4 autres. Si nous suivons les 4 places de S barré, S2, S1, petit a, nous pouvons toujours retrouver l'ordre, le même ordre. Hein. Mais si nous suivons le circuit, hein, mais le circuit des flèches n'est pas identique. Il n'y a pas d'articulation de l'agent à l'autre, hein, donc de la place en haut à gauche en haut à droite, mais une articulation du sujet à S1 qui se trouve dans le dessous comme si les valeurs étaient dominées. Remarquons aussi la particularité de ce discours qui forme un circuit fermé sur lui-même, infini, sans barrière, où les objets produits viennent désigner le sujet, le commander. C'est très frappant que, autant dans les autres discours, il y a toujours des points d'arrêt, autant dans ce discours, vous pouvez toujours suivre, passer d'une flèche d'un endroit à l'autre, de A, là, comme ça, hop, ah, bien, oui, exactement. Bah, ouais. Ça ne va pas. Planter. Je suis. C'est bien ça. C'est l'autre. C'est ça. Voilà. Vous pouvez toujours suivre. Si vous suivez la logique des flèches,
vous n'avez aucune raison de vous arrêter à un quelconque point. On pourrait remplacer les flèches par un 8 infini, un symbole de l'infini. Hein. C'est un circuit pulsionnel sans point d'arrêt. À remarquer que Lacan ne produit le discours du capitalisme qu'un an après les autres. Hein. À ma connaissance, parce que c'est difficile à retrouver dans son séminaire du 10 février 71. Où il dit « Alors, le plus de jouir comme la plus-value n'est détectable que dans un discours développé dont il n'est pas question de discuter qu'on peut se définir comme le discours du capitalisme. » Et après, il en donnera sa formule beaucoup plus tard dans sa conférence de Milan, hein, c'est plus d'un an après, où il écrit pour la première fois la formule telle que je vous l'ai présentée. Hein. Alors, en insistant sur une importance, hein, sur le fait que la toute petite inversion simplement entre le S1 et le S barré, hein, S1 en haut à gauche dans le discours du maître, S barré en bas à gauche, tandis que dans le discours capitaliste, S1 passe en dessous et S barré en haut. La toute petite inversion, simplement entre le S1 et le S barré, n'est pas sans conséquence de discontinuité, de disjonction entre ces deux discours. Alors, quels sont les effets de cette disjonction? D'abord, il y a des effets, je dirais, civilisationnels, profondément politiques, fondamentalement en accointance avec le social, des effets sur ce que devient la jouissance, à savoir comment elle est réprimée ou au contraire encouragée, promue, vers qui et comment elle est orientée. On va regarder ça un peu de plus près. L'être humain parle, c'est un fait, hein, et même un fait fondateur de son hominitude. C'est un par-l'être, disait Lacan. Mais cet accès au symbolique, comme je disais, l'utilisation des signifiants qui sont toujours de l'autre, se paye d'une perte de jouissance, d'un embarras d'un rapport entre les sexes. Le moins de jouissance, le sujet tente de le compenser par un gain de jouissance, un plus de jouir, par une extension du domaine de la jouissance. Évidemment, ça rate, ce n'est jamais ça. L'objet perdu l'est et pour toujours. Les objets partiels, ceux de la pulsion, ne peuvent que remplir imparfaitement, transitoirement, cette place laissée vide, cette place évidée. Je dirais au passage que c'est la parenthèse vide qui définit, qui décrit au mieux l'objet cause du désir. Hein, et que cette parenthèse vide n'est pas à comprendre comme étant devant. On dit l'objet, ce n'est pas l'objet du désir dont parle Lacan. L'objet du désir, il serait en ligne de mire, c'est celui qui est devant, celui qu'on vise. C'est l'objet cause du désir. Il est en background, il est derrière, il pousse le sujet, il ne tire pas le sujet vers lui, il le pousse. Hein, c'est tout autre chose. La deuxième chose à dire, c'est que toute formation humaine, y compris donc, première chose à dire, c'est que dans le fond, du fait de parler, l'homme subit une perte de jouissance et se retrouve avec cet objet cause du désir à jamais perdu. Toute formation, une deuxième chose, toute formation humaine, y compris le langage, a pour fonction de réfréner la jouissance. C'est ce que disait Lacan dans le discours de clôture aux journées sur l'enfance aliénée. Là aussi, il était beaucoup question d'institution. Le langage tient le sujet en bride, le bride, et inscrit petit a radicalement en perte. Toi qui entres ici perds tout espoir de jouir. Dans ces petites machines qu'il appelait discours, Lacan écrivait la place de la perte en bas et à droite. Par ailleurs, toute formation, toute institution se fonde d'un signifiant maître, S1, qui s'articule à un autre signifiant qui vient en place de S2.
signifiant maître, comme je le montrais tout à l'heure, qui vient recouvrir la vérité du sujet, écrit alors en cette place de la vérité en bas à gauche. C'est donc par le discours du maître que les formations humaines réfrènent la jouissance. Discours du maître, qui pourrait être le discours de l'inconscient, le discours nécessaire aux symptômes, n'en est pas moins celui qui inscrit dans l'inconscient l'impossibilité de la jouissance, la perte de l'objet. Or, quel est le statut de cet objet qui n'a jamais existé? C'est obligatoirement, s'il n'a jamais existé, c'est un statut imaginaire. Le maître antique, le pater familias, le roi, le prolétariat, l'idéal, ou tout ce que vous voudrez qu'il ne soit au fond qu'un empêcheur de jouir en rond. Le discours du maître, en somme, sont des agents bien réels. Or, l'opération qui consiste dans l'écriture symbolique par définition, l'écriture de la perte d'un objet imaginaire par un agent réel, cela rappelle quoi? Cela rappelle la castration. Le discours du maître est massivement du côté de la castration. Castration qui, pour permettre l'accès au symbolique et au désir, n'en est pas moins ébrécheuse de jouissance. Ce qui ne laisse pas le par-l'être en paix, en particulier celui qui ne se situe pas côté patou de la sexuation, hein, l'homme. Alors évidemment, discours du maître égale castration, on pourrait dire. Alors, il y a quelque chose de follement astucieux, c'est Lacan dans sa conférence de Milan, le discours du capitalisme, hein, qui, loin pour lui d'être la forme moderne du discours du maître, le subvertit. Hein, puisque le discours du maître avait une fonction d'enrayage du mécanisme pulsionnel, le discours capitaliste, lui, propose toujours au sujet d'une manière incessante et de plus en plus rapide de nouveaux objets à mettre en place de l'objet petit a. De nouveaux objets qui viennent remplir la place vide de petit a. Mais comme ce n'est jamais ça, comme un objet réel ne peut jamais combler cette place vide, si ce n'est transitoirement, si ce n'est d'une manière artificielle, il ne peut que provoquer un dommage, un manque imaginaire. C'est bien pour cela que, comme le discours du maître est le discours de la castration, le discours capitaliste est le discours de la frustration généralisée. Il emballe la machine pulsionnelle, là où le discours du maître la freine, l'enraye. Il crée la frustration, là où le discours du maître inscrit de la castration. Il enjoint jouis, là où le maître dit cède sur ta jouissance. Loin d'être le discours du maître moderne, le discours capitaliste vient contre le discours du maître. Il s'y substitue, et du même coup, à la castration, il substitue la frustration. Hein? Pour reprendre les petits schémas de Lacan, on pourrait écrire discours capitaliste sur discours du maître entraîne frustration sur castration. La frustration imaginaire qui se substitue à la castration. Voilà. Avec donc des effets repérables dans la clinique, hein, je vais essayer de passer rapidement là quand même. Effets repérables dans notre société, on pourrait dire le discours capitaliste, c'est comme le coitus interruptus dont parlait Freud, excitation, début de jouissance, retrait, frustration. Hein. Or, que disait Freud des conséquences du coitus interruptus et de la frustration conséquence? Cela provoque ce qu'il nommait la névrose d'angoisse. Hein. Et, bon, on peut dire, on va passer un petit peu le côté comique de l'affaire, mais qu'il y a vraiment un côté allumeuse du discours capitaliste. Hein. Je t'excite, je t'allume, je te mets sur le chemin de la jouissance, je te passe l'objet sous le nez, et puis non, c'est pas ça. Ce n'est pas celui-là, mais il y en aura un autre. Pas d'inquiétude, le coït peut reprendre, j'en ai un autre à te proposer. La dynamique du capitalisme, son moteur, c'est la reconstitution permanente de la frustration, hein,
qui est la condition même au fait que ça tourne, et même que ça tourne de plus en plus vite. Et cette valse incessante et frustrante des objets, tous élevés en objets plus de jouir, a un effet anxiogène au plus haut point et aboutit à ce que j'appellerais l'anxiété généralisée. Hein. Premier effet clinique, je dirais l'anxiété généralisée. Avec une deuxième cause de cette anxiété généralisée, c'est que, bon, certes il y a la frustration, mais il y a aussi l'injonction surmoïque qui définirait le discours capitaliste, qui est une injonction de jouir. Dans son séminaire L'Angoisse, Lacan, à propos du Dieu des Juifs, qui lui aussi, dans l'Ecclésiaste, nous ordonne jouir, prévient, jouir aux ordres, c'est tout de même quelque chose dont chacun sent que s'il y a une source, une origine de l'angoisse, elle doit tout de même bien se trouver quelque part par là. Surtout quand il s'agit d'une injonction paradoxale qui pourrait se déployer ainsi: jouis que je te frustre, sois frustré que je te fasse jouir, jouis que je récupère ton plus de jouir. Donc c'est toute une... Deux causes à l'angoisse généralisée, on pourrait dire la frustration et cette injonction surmoïque paradoxale, jouis, mais je te l'applique. Hein? Cette anxiété généralisée et cette forclusion de la castration sont cliniquement très visibles chez l'enfant à l'heure actuelle. Je crois que tous les professionnels peuvent en faire le constat. La multiplication du nombre de consultants et en particulier avec ce qui revient toujours sur le devant de la scène, l'agitation, les troubles du comportement chez l'enfant. Et sans doute une autre cause clinique, une autre conséquence clinique de ce discours du capitalisme, c'est les troubles de la concentration. C'est-à-dire, on est à l'époque du zapping de l'objet, d'où semble découler une espèce de zapping mental. Hein? On est dans l'immédiateté de la satisfaction pulsionnelle, empêchant toute construction et entraînant donc ce zapping subjectif. Hein? Quatrième, on pourrait dire, conséquence clinique, c'est que à côté des angoissés, à côté des agités, on pourrait dire il y a les angoissés, il y a les agités, se développe une autre catégorie, les déprimés. Hein? La dépression, certains disent que c'est la maladie du siècle, l'épidémie qui menace le succès du discours capitaliste. En effet, les déprimés ont tendance à ne plus avoir, à ne plus consommer, à ne plus avoir envie de consommer, sauf des antidépresseurs et d'autres médicaments. Hein. Dans le fond, on peut dire que c'est à la fois une remise en cause, une protestation et un effet de ras-le-bol. C'est un symptôme vraiment au sens du faut que ça cloche pour ne pas être tout pris dans la machine à consommer. Tout pris ou tous pris dans la machine à consommer. À la jouissance de l'objet, le déprimé oppose la jouissance du rien. C'est ce qui le rend d'ailleurs difficilement mobilisable. Hein. Cette lecture que je fais de l'épidémie actuelle, je me suis aperçu que le Collège Solaire faisait la même en 1995. C'est ça le problème, quand on travaille, on s'aperçoit qu'il y a toujours quelqu'un qui vous l'a dit avant. Hein. Elle disait: ce que Freud a qualifié par euphémisme de malaise a pris avec le temps sa dimension industrielle. La civilisation tend à chacun l'artifice de ses pièges à jouir, d'où s'entretient l'insatiable course. Consommation orale, accumulation anale, regard omniprésent, voix de partout. L'extension nouvelle des dites dépressions, dont on nous annonce aux dernières statistiques, elles sont, avec le sida, une nouvelle catastrophe de la civilisation, est à repenser dans ce contexte, car les symptômes s'entretiennent des discours. Si je laisse à part la psychose, ces déprimés qui disposent, qui se retirent de la table des agapes modernes, ne seraient-ils pas les anorexiques de l'an 2000, les nauséeux des plus de jouir ready-made de l'époque,
affirmant dans une abstention de désespoir ce qu'il leur reste d'un désir autre. Je trouve qu'elle le dit très bien, donc on passe. Hop. Et puis il y a une autre conséquence, déjà repérée par Lacan en 1972. Tout ordre, tout discours qui s'apparente du capitalisme laisse de côté ce que nous appellerons simplement les choses de l'amour, mes bons amis. C'est Lacan qui s'exprime ainsi, je n'oserais pas vous parler comme ça. Alors, tout à l'heure j'expliquais que dans le discours du maître, il y avait une impossibilité à ce qu'il y ait un rapport direct entre le sujet et l'objet que tu désires, et l'objet que tu veux jouir. Que ça devait passer obligatoirement par le circuit, le truchement de S1 et de S2, de l'idéal et du savoir. C'est-à-dire que ça oblige, ce non-accès direct de l'objet oblige de traiter la jouissance par le désir, par ce qui manque. C'est ce qui permet à la jouissance, ce trajet long, c'est ce qui permet à la jouissance de condescendre au désir. Et c'est la définition de l'amour. C'est quand la jouissance condescend au désir. A contrario, pourquoi le discours du capitaliste laisse de côté les choses de l'amour? C'est que entre petit a et S barré, entre le sujet et l'objet, il y a un rapport direct non médié. L'amour est d'autant plus fort clos que tous les objets sont de potentiel plus de jouir. D'ailleurs, on voit bien dans la clinique quotidienne, enfin même on dirait en clinique et dans la psychopathologie de la vie quotidienne, les deux, apparaît de plus en plus nettement le clivage entre sexualité et amour. Le clivage entre courant tendre et courant sexuel, pour reprendre les syntagmes freudiens. On pourrait même dire qu'il s'agit d'une disjonction accentuée, institutionnalisée, qui se met en place pour parer au ratage du rapport sexuel. Dans le fond, l'ancienne solution pour parer au ratage du rapport sexuel, c'était celle de l'amour. Mais bon, qui ratait. Mais bon, c'était quand même une suppléance qui avait son efficace et qui était assez plaisante. Maintenant, la suppléance au ratage du rapport sexuel, c'est du côté de la multiplication des objets et des facilitations de la relation sexuelle. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'une forclusion des choses de l'amour dans le discours du capitaliste. C'est la 6e, voilà. Donc, ouais, je vais arrêter parce que bon, il faudrait encore 8 heures. Non, j'exagère. J'exagère, mais bon. Sur l'amour, c'est joli. C'est joli de s'arrêter sur l'amour. Moi, j'aurais déjà une question. Sur cette question de l'autisme, là, comme super structure, c'est intéressant. Moi, c'est la première fois en fait, que j'entends cette proposition-là. Alors, par contre, vous avez dit que, à la limite, ça pouvait se trouver sur une structure névrotique, si j'ai bien compris. Oui. Bon, est-ce que cliniquement, c'est quelque chose que vous avez vérifié? Oui. Voilà. Ben, j'en suis arrivé à en parler comme ça parce que j'ai eu effectivement le cas, c'est un syndicat que j'ai passé, du petit cas
qui m'a vraiment surpris. Parce que c'est un enfant qui effectivement c'est pareil. Je vais raccourcir et voilà. C'est un enfant que j'ai vu aussi à 2 ans et 2 mois, hein, donc présentant un syndrome. C'est un enfant qui disait papa, maman et quelque chose comme baba pour demander à boire, etc., qui était jusque-là. Et 3 mots qui ont disparu à la naissance du petit frère lorsqu'il avait 15 mois. Hein. C'est un enfant qui a marqué une jalousie, une agressivité excessive par rapport à ce petit frère pendant 2 mois, et puis qu'il a complètement ignoré. Il a ignoré son existence. Hein. À côté de ça, depuis ce moment, il ne s'adresse plus à l'autre. Hein, l'autre n'existait plus. Il se parle à lui-même, ou en tout cas, il parle sans arrêt une espèce de jargon, une bouillie où rien n'est repérable ni compréhensible. Enfin, la première fois que je vais le voir, c'est vraiment un truc assez incroyable. Il ignore l'autre absolument comme adresse d'une demande, d'un dire, d'un dit. Hein. Par contre, il a une relation absolument indifférenciée avec tous les petits autres. Il prend la main de n'importe qui, il peut suivre n'importe qui, ce qui a entraîné quelques mésaventures déjà. Hein. Et enfin, c'est un enfant qui est complètement en dehors de toute limitation et interdiction, qui n'entend rien. Lui aussi, on pouvait se poser le problème de la surdité, hein, qui s'agite dans tous les sens, et avec des troubles de sommeil massifs, avec des réveils nocturnes systématiques, le refus de manger, hein, encore une fois, trouble alimentaire, quoi que ce soit, et une capacité à s'absorber dans des activités répétitives telles que le vidage, remplissage, par exemple dans le bureau de petite caisse avec des jouets, alors, je peux le faire 3500 fois, ou alors le dessin de spirales et de boucles sans fin, aboutissant d'ailleurs, à force de dessiner la spirale, à un trou central, comme on voit souvent chez l'enfant. Hein. Bon, alors, il va y avoir tout un travail, hein, et j'en passe, mais au bout de 9 mois, il me surprend par une phrase, c'est papa qui vient. C'est-à-dire en fin de séance, à la fin d'une séance, me montrant en fait qu'il a une syntaxe, une maîtrise de la syntaxe et des signifiants totalement là. Hein. Et c'est quand il commence à lâcher ce refus de parler, hein, qu'il commence à être propre, qu'il accepte d'abandonner ses fesses aux toilettes et à l'autre, et à ne plus porter des couches. Hein. Et puis bon, donc je vais le voir un certain temps, et puis il va y avoir un arrêt parce que le père est un peu beaucoup alcoolique. Hein. Donc il va y avoir des gros problèmes familiaux, séparation, éclatement de la famille, départ à droite, à gauche, et puis ils reviennent quand il a 6-7 ans, hein, et il est en CP, il sait lire et écrire, et il revient suite à des petites confusions de son pour un bilan orthophonique, hein, qui va se révéler banal. Les problèmes du comportement ont disparu, la relation est bonne, il est très content de me revoir, il me reconnaît, il se montre grand garçon, le regard pétillant de maïs, vraiment dans une relation absolument me calculant. Dans le fond, on n'est plus dans ce qui caractérise un peu l'autisme, si ça existe en tant que structure, et la psychose, c'est une non-stratégie par rapport à l'autre. Hein. Là, c'est pas du tout le cas. Hein. Je vais faire 2 entretiens à 6 mois d'intervalle pendant le travail en orthophonie.
Et je n'ai rien retrouvé. Il n'est absolument plus persécuté par des signes de la présence de l'autre. Il rentre en relation réciproque sans problème avec moi, avec l'orthophoniste, avec son instinct, avec tous les petits autres de sa classe. On ne retrouve aucun fantasme archaïque. Sa relation au corps est absolument banale, aisée. Enfin, c'est un petit garçon qui fait tout. Alors, où je suis Dieu le Père et je guéris les psychotiques et les étistes et je les change de structure, ou je me dis plus modestement, cet enfant présentait un syndrome autistique ou des modes, pour reprendre une expression de Tustin qui me paraît assez fondée, des modes de défense autistique, hein, sur un cadre banalement névrotique. Hein. J'en suis arrivé à j'ai proposé ça tout à l'heure parce que j'ai eu le cas. Je dis, voilà, donc comment j'en rends compte, hein. Et je pense que c'est pour ça que parler d'autisme me gêne beaucoup, parce que je pense qu'on est confronté à... Ça existe peut-être, moi je préfère dire que ça n'existe pas, hein, parce qu'on est confronté en pratique à des tas de modes de syndrome autistique, de défense autistique, qui donnent tellement de tableaux autistiques qu'il faut bien peut-être se centrer sur qu'est-ce qu'il y a en dessous. Et puis pourquoi on serait tellement gêné par cette idée, puisqu'après tout, on n'est pas gêné par l'idée qu'il y a un syndrome dépressif ou des dépressifs. Ou on n'est pas gêné par le fait qu'il y a des alcooliques, un syndrome alcoolique, et que l'alcoolique, ça ne dit rien de sa structure. L'alcoolique, ça peut être une suppléance dans la psychose, ça peut être un symptôme névrotique, ça peut être un tas de choses.